Donc, je voudrais remercier Sylvain et Julien de m'avoir invité à présenter ce séminaire. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'usage des caméras EMCCD pour l'imagerie de photons uniques et quelques applications à l'imagerie quantique. Donc, on peut passer à transparent suivant. OK, donc ça, c'est le plan de l'exposé. Donc, je vais faire une introduction assez brève et je vais donc rappeler le principe de fonctionnement des caméras EMCCD. Et surtout, on va voir donc les problématiques de bruit dans ces caméras. Et on verra ensuite quelles méthodes nous avons développées pour optimiser l'usage de ces caméras en mode de comptage de photons. Et en fonction du temps, je présenterai plus ou moins plusieurs applications en imagerie quantique et je conclurai. Donc, transparent suivant. OK, donc en guise d'introduction, je présente juste ce diagramme qui illustre combien l'ingénierie du photon unique est présente dans un grand nombre d'applications en photonique moderne. Et quand on parle d'ingénierie du photon unique, donc ça concerne à la fois les dispositifs d'émission de ces photons uniques, le traitement de ces photons et leur détection. OK, donc dans le cadre de cet exposé, je vais restreindre donc la problématique à la détection de photons uniques. Et pour détecter ces photons uniques, donc on a plusieurs solutions et plusieurs types de dispositifs, plusieurs types de détecteurs à notre disposition sur le marché. Donc, on peut les regrouper en deux catégories. Donc, il y a les détecteurs ponctuels et les matrices de détecteurs. Alors, en ce qui concerne les détecteurs ponctuels, ils sont majoritairement utilisés pour mesurer le temps d'arrivée des photons dans le domaine temporel. On peut également les utiliser, certains les utilisent également pour faire de l'imagerie. Donc, pour ça, ça nécessite un balayage précis du plan de détection avec le détecteur ponctuel et un temps d'acquisition qui peut être souvent long. Donc, quand on s'intéresse à des applications d'imagerie, il est préférable d'utiliser des caméras. Et parmi les différentes caméras qui sont susceptibles d'être utilisées pour détecter les photons uniques, donc il y a les ICCD, les ICMOS. Donc, on commence à avoir des matrices de SPAD. Il y a les SCMOS qui apparaissent également sur le marché, qui sont également de plus en plus sensibles. Mais pour détecter les photons uniques, les EMCCD restent encore les caméras les plus performantes en raison de leur grande sensibilité dans le domaine visible, de leur faible niveau de bruit et de leur grande sensibilité. Donc, on verra en quoi on peut atteindre un niveau de sensibilité inférieur aux photons uniques. Transparent suivant. Alors, on va voir maintenant, je vais rappeler rapidement le principe de fonctionnement des EMCCD. Alors, si vous avez des questions, je peux m'interrompre, on peut interrompre la présentation et puis répondre au fil de l'eau aux questions plutôt que d'attendre la fin. On ne sait jamais s'il n'y a pas eu assez de temps à la fin, autant poser les questions au fur et à mesure. Donc, le capteur d'une caméra EMCCD est constitué de la façon suivante. Donc, on a une zone sensible qui est exposée à la lumière, où va se former l'image de la scène observée. Ensuite, les électrons, les photoélectrons sont générés dans une zone de stockage, puis ensuite ils sont dirigés vers un registre série où on peut faire une première sortie et une première lecture pour utiliser la caméra en mode CCD classique. Et sinon, on peut opérer en mode de multiplication d'électrons. Donc pour ça, les électrons vont être transférés dans un registre de gain et être ensuite lus pour afficher l'image. Alors, le processus d'amplification est un processus par nature aléatoire, avec une très faible probabilité qu'un électron génère un électron supplémentaire à chaque étage du registre de gain. Donc ici, typiquement, c'est à peu près 1,3%. Mais compte tenu du grand nombre d'étages d'amplification, donc ici, on a 536 étages d'amplification, le gain d'amplification est donné par cette relation en fonction de la probabilité de générer un électron supplémentaire et du nombre d'étages d'amplification. Et dans ce cas, on peut avoir des gains qui atteignent une valeur de 1000. Donc le graphe ici illustre la probabilité d'avoir X électrons en sortie d'amplificateur en fonction du nombre n d'électrons présents à l'entrée. Et là, on a la loi de probabilité.
donc P de X en fonction de N. Et donc, je reviendrai un peu plus tard sur ces lois de probabilité. OK, donc transparent suivant. Donc, comme tout processus de détection, physique de détection, hein, donc la détection de photons avec les caméras EMCCD est entachée de différentes sources de bruit. Donc, je présente ici un diagramme qui illustre les différentes étapes de la photodétection et les niveaux de bruit donc introduits à chaque étage d'amplification. Donc, pour une caméra CCD classique, on aura donc en plus du bruit de photons, qui par exemple peut être limité par le bruit quantique, on va avoir donc le courant d'obscurité qui va être ajouté donc à ce signal. Et à la fin, donc, on a le bruit de lecture. Donc, dans le cas d'une caméra EMCCD, on va avoir 2 bruits supplémentaires qui vont s'ajouter. Donc, un bruit lors du transfert dans le registre série des charges, et également un bruit introduit donc dans le registre de multiplication, qu'on va appeler donc le registre, le serial noise, et puis donc pour le bruit introduit dans le registre de série, donc ça sera le parallel noise. Et donc à la fin, on va avoir donc dans une image en niveau de gris, donc un niveau de bruit qui sera donc la résultante donc, de toutes ces sources de bruit. Transparent suivant. Alors, pour illustrer un peu donc ces différents types de bruit, donc le mieux c'est de regarder donc une image obtenue, donc une image de fond obtenue avec ce type de caméra. Donc ici, l'image a été acquise donc, avec un de 1000. La caméra est refroidie à moins 88 degrés. On lit le capteur à 10 MHz avec un temps d'exposition de 100 millisecondes. Et pour cette vitesse de lecture, hein, donc on a 4,6 électrons par niveau de gris. Donc ici, on a une image en niveau de gris. Et donc, pour cette image, donc, on peut également construire l'histogramme des niveaux de gris. Donc, sur cet histogramme, on retrouve donc une distribution des niveaux de gris avec une gaussienne caractéristique du bruit de lecture, qui est donc centrée ici sur un offset, donc on a soustrait à l'image donc pour le ramener à 0. Et on va avoir également dans la signature spécifique donc des bruits supplémentaires en mode électron, multiplication d'électrons, donc qui est cette traîne de pixels avec des niveaux de gris importants dans l'image. Donc ces bruits, donc on les appelle en général CIC. Donc dans les notices des caméras, ils appellent sous la dénomination CIC pour Clock Induced Charge. Et donc voilà, typiquement dans une image comme ça, on a une variance totale du bruit qui est de l'ordre de 600 niveaux de gris carrés. Donc avec une variance totale, donc qui est la somme des variances des différentes sources de bruit. Transparent suivant. Du coup, sur cette courbe, si je peux me permettre d'interrompre, comment il faut comprendre le NGL plus petit que 0, la partie gauche de la courbe? NGL, alors j'y suis pas encore. Où ça? Là, l'abscisse de ta courbe là, qui va de 0 à 800. C'est juste, en fait, quand les images s'affichent, le niveau moyen de l'image, il est décalé, il y a un offset en fait. Alors typiquement, c'est 100 niveaux de gris à peu près. Et donc, en fait, c'est pour pas avoir de niveau négatif. En fait, ils appliquent un offset et le bruit de lecture donne des fluctuations autour de ce niveau moyen. D'accord. Donc, en général, pour fitter les datas, après, on soustrait ce fond moyen pour avoir un histogramme dont la gaussienne est centrée sur 0. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas de niveau négatif, hein, il y a juste un offset qui a été soustrait. Donc, on voit bien sur l'image de gauche, il y a des niveaux négatifs. Donc, on a bien soustrait le niveau moyen. Mais typiquement, le niveau moyen, c'est à peu près 100 niveaux de gris. Voilà. Donc, on peut passer au slide suivant. Ok, donc en raison de ces différentes sources de bruit, et donc même en l'absence de lumière, donc l'image de fond, donc pour quantifier, donc le niveau de bruit de la caméra, donc on va proposer donc un modèle pour les deux CIC présents dans le bruit. Et donc pour le bruit introduit dans le registre série,
donc on appelle parallèle CIC. Alors, on inclut également le dark noise là-dedans, parce qu'on ne sait pas trop différencier finalement le bruit introduit lors du transfert des charges dans le registre série et du dark noise généré dans la zone active. Donc pour ça, on va définir donc une probabilité d'avoir X électrons en sortie d'amplificateur lorsqu'un électron de bruit est présent à l'entrée. Donc c'est la probabilité P X bar de 1. Et on va également donc définir donc pour le bruit introduit lors du transfert des charges dans le registre de gain, donc un serial CLC, qui nous donne donc la probabilité d'avoir, donc on a une probabilité d'avoir un électron de bruit généré à chaque étage d'amplification. Donc ça veut dire qu'un électron de bruit peut être généré soit au début du registre de gain, soit à la fin. Donc ça veut dire qu'effectivement, les électrons de bruit qui seront générés à la fin seront peu amplifiés comparativement aux électrons qui auront été générés au début du registre de gain et qui, eux, vont traverser tous les étages d'amplification. Donc ça, c'est une deuxième loi de probabilité donc, qui va décrire cette autre source de bruit. Et enfin, dans notre modèle, on va tenir compte donc, du bruit de lecture. Alors le bruit de lecture, il peut être très variable en fonction donc, de la vitesse à laquelle on va lire le capteur. Donc ça peut aller de 3 électrons de bruit si on fait une lecture très lente du capteur à 300 électrons de bruit si on cherche à lire le capteur rapidement. Transparent suivant. Donc, à partir de ce modèle, on est capable donc, de quantifier donc, les différentes sources de bruit. Donc, typiquement, donc, les données expérimentales, c'est les points jaunes sur le graphique. Et avec notre modèle, on est capable donc, de fitter ces données. Donc, c'est la courbe bleue. Et donc, en optimisant les paramètres du modèle, on est capable donc de sortir le poids des différentes sources de bruit dans une image de fond. Alors, ce qu'on peut constater, donc, c'est que le bruit de lecture, c'est à peu près 30% du bruit total. Et les bruits parasites introduits donc, par le registre de gain, donc le CIC série et parallèle, c'est à peu près 70% du niveau de bruit. Alors, malgré ce bruit additionnel non négligeable, la sensibilité de la caméra, en fait, elle va être définie donc, en termes d'électrons. On va donc prendre l'écart type du bruit total, le multiplier donc, par l'unité de mesure d'un niveau de grille. Donc ici, c'est 4,6 électrons par niveau de grille. Et on va diviser par le gain. Donc sans amplification, donc en mode CCD classique, la sensibilité donc, de la caméra est de l'ordre de quelques dizaines de photons incidents. C'est-à-dire qu'il faut au moins 60 photons incidents pour, donc typiquement une centaine de photons incidents pour voir un signal émerger du bruit. Alors que pour la caméra fonctionnant en mode EMCCD, donc là, on a un niveau de sensibilité qui est nettement inférieur donc, aux photons uniques. Donc, ce qui permet donc d'envisager d'utiliser la caméra EMCCD pour détecter des photons uniques. Transparent suivant. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est maintenant qu'on a établi que la caméra EMCCD était assez sensible pour détecter le photon unique, la question qui va se poser, c'est est-il possible d'estimer le nombre de photons sur un pixel connaissant le nombre d'électrons après lecture? Alors, donc c'est un problème inverse, et on voit très rapidement que la réponse n'est pas triviale, puisque si on prend par exemple un niveau de 2000 électrons en sortie de l'amplificateur, et qu'on regarde donc, les différentes lois de probabilité donnant le nombre d'électrons en sortie en fonction du nombre d'électrons en entrée, on voit que pour 2000 niveaux, 2000 électrons en sortie, les probabilités que ça corresponde à 1, 2, 3 ou 4 électrons en entrée sont à peu près du même ordre de grandeur. Donc, on peut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de solution unique au problème inverse. Par contre, on peut trouver une solution dans l'hypothèse où le nombre de photons incidents par pixel, en moyenne, est très inférieur à 1. En effet, dans ce cas-là, la probabilité d'avoir 2 photons sur un pixel et a fortiori 3 ou 4 devient fortement négligeable. Et dans ce cas-là, on peut faire l'hypothèse que sur les pixels de la caméra, on a uniquement 0 ou 1 photon incident. On va donc pouvoir appliquer sur ces images donc un seuillage et donc transformer nos images en niveau de grille
en image binaire, où un niveau 0 correspondra donc à 0 photon, et un niveau 1 correspondra à 1 photon. Donc la problématique qui va se poser alors est de dire quel est donc le seuil optimal et le flux moyen de photons sur la caméra qui va permettre donc de minimiser les erreurs de détection. Donc, transparent suivant. Donc en gros, si on prend un histogramme des niveaux de gris dans l'image, donc on va donc placer un seuil sur cette image, et donc tout ce qui sera sous le seuil sera considéré comme 0, et tout ce qui sera au-dessus du seuil sera considéré donc comme un photon. Alors la problématique ici qui va se poser, c'est donc de choisir la meilleure valeur du seuil et on va dire le meilleur flux de photons permettant de minimiser donc les 3 sources d'erreurs que va introduire donc cette technique de seuillage. Donc les erreurs sont définies par des probabilités. Donc la première est que on ait à la sortie donc un niveau qui n'est pas 0 en l'absence de photons. Donc là, c'est clairement lié donc aux différentes sources de bruit de la caméra. Donc les CIC qui produisent sur une image de fond, donc ces niveaux qui sont relativement élevés. On a également la probabilité qu'un photoélectron donne un niveau de gris en sortie qui est trop faible, donc du fait que effectivement, comme le processus d'amplification est un processus aléatoire, un électron en entrée peut très bien donner un niveau de gris, un niveau d'électron en sortie qui sera inférieur au seuil. Donc ça, c'est la probabilité P01. Et enfin, on a une probabilité non négligeable, quand on a, même si on a moins d'un photon en moyenne par pixel, on peut vérifier que pour une statistique poissonienne, la probabilité d'avoir 2 photons sur un pixel n'est pas négligeable. Et auquel cas, donc cette probabilité d'avoir 2 photons comptés pour un seul photon, on pourra assez facilement établir que cette probabilité vaut 1 pour un seuillage de l'image qui est assez faible et pour des forts gains. D'accord ? Fabrice, oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que la température de la caméra est un degré de liberté pour changer éventuellement le seuil? Et est-ce que la température de la caméra joue sur les CIC? Alors, la température du capteur va essentiellement jouer sur le dark noise. Ouais. D'accord. Le CIC, c'est vraiment le circuit. Et oui, c'est la partie électronique d'amplification. Et là, c'est pas refroidi, quoi. Du moins, je pense pas que ce soit refroidi à ce niveau-là. Ouais. Donc, de toute façon, voilà, le bruit. Alors, l'impact de la température, c'est surtout au niveau du dark noise. Ouais. Et en fait, si on a des temps de pause qui sont relativement courts, en fait, le dark noise devient assez négligeable. Ouais. Voilà. Et ça n'apparaît pas pertinent du coup de refroidir. Je sais pas si c'est possible en fait. Je suis vraiment pas du tout dans cette communauté de refroidir le circuit. Alors alors ça c'est une question faudrait que je réfléchisse, savoir où je me renseigne, savoir si effectivement les étages d'amplification sont également refroidis. Ça, je suis pas sûr. Je ne saurais pas dire. Ok. Voilà. D'accord. Mais donc vous n'avez pas ce degré de liberté là pour savoir comment. En général, on utilise des caméras à la température la plus basse qu'on peut utiliser. Qui est indiqué, quoi, mais pour le capteur. Voilà, à moins 90. On peut descendre, normalement, on peut descendre à moins 100 avec les caméras en dehors, mais voilà, après, ça dépend aussi de l'environnement. Si on veut éviter des problèmes de condensation, il faut quand même maîtriser les propriétés de la pièce. Voilà. Bon, disons jusqu'à moins 90, il y a rarement de problèmes et le bruit thermique devient quasiment négligeable avec des temps de pause qu'on utilise habituellement, quoi. D'accord, ok, merci. Alors, peut-être que pour des temps de pause un peu plus longs, là, le bruit thermique devient significatif. Voilà. Donc, quand tu dis quand tu dis le dark noise est négligeable pour des temps courts, tu parles de 100 millisecondes ou des temps oui, pour des temps de pause de 100 millisecondes, c'est typiquement les temps qu'on utilise. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément investigué au bout de quel temps de pause le dark noise devient significatif dans le bruit de fond, quoi. Mm-hmm. Ok. Transparent suivant, du coup.
Alors donc pour optimiser donc le niveau de seuil et le niveau moyen de photons, donc on part de l'erreur quadratique moyenne, donc qui est liée donc aux probabilités que j'ai listées précédemment. Et donc mu c'est le niveau moyen de photons, avec donc les probabilités P01, P10 et P12 donc qui sont décrits ici. Donc en fonction du seuil qu'on applique, hein, donc ces probabilités vont dépendre du seuil. Alors bon, si vous voulez avoir plus de détails hein, sur la technique, il y a l'article qu'on a publié en 2008 dans MNRAS qui explique bien tout ça. Et donc en minimisant, donc, alors non pas l'erreur quadratique moyenne, mais le rapport entre l'erreur quadratique moyenne divisée par donc le niveau moyen de photons, donc le rapport E qui est défini ici. Donc en cherchant donc les valeurs de mu et de t qui minimisent donc ce paramètre, donc on est capable donc d'estimer les paramètres optimaux de seuillage pour minimiser les erreurs de détection. Transparent suivant. Donc typiquement la variation donc de cette grandeur E en fonction du seuil, donc c'est une courbe qui a cette allure-là, et donc on cherche donc la valeur de T0 qui minimise le seuil. Donc typiquement, pour l'image que je présente et la caméra que j'ai utilisée pour illustrer cet exposé, hein, donc le seuil optimal est d'environ 33 niveaux de gris au-dessus de l'offset de la caméra, donc ce qui correspond à peu près à 153 électrons. Et le niveau optimal de photons incidents est de l'ordre de 0,11 photons par pixel. Alors dans ce cas-là, on peut quantifier donc l'erreur quadratique moyenne commise donc lorsqu'on va seuiller une image. Donc là typiquement, je vous présente au-dessus donc une image originale donc en niveau de gris sur laquelle on applique le seuil T0. Et à droite, vous avez l'image binaire résultante. Donc on constate sur cette image, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a quelques pixels rouges qui correspondent donc aux pixels qui sont dont les niveaux de gris sont au-dessus du seuil. Et donc, typiquement, hein, sur une image, on n'a que quelques pourcents des pixels qui sont à un niveau 1, alors qu'a priori, on s'attendrait à avoir un niveau 0 partout, puisqu'il n'y a pas de lumière incidente. Donc, l'erreur quadratique moyenne, hein, dans ce cas-là, est de l'ordre est inférieure à 3% lorsqu'on optimise correctement le seuil et le niveau moyen de photons. On peut également faire remarquer hein, que le seuil correspond à peu près à 2,5 fois le bruit de lecture de la caméra. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà eu affaire donc, à des caméras proposées par la société NuVu, qui est une société canadienne. Cette société donc, propose des caméras qui peuvent avoir des gains qui montent jusqu'à 5000. Et dans le logiciel qu'ils utilisent, donc, ils ont un mode de comptage de photons. Et pour avoir discuté un petit peu avec eux, donc, le seuillage, ils le font à 5 fois l'écart type du bruit de lecture. Donc, ce qui n'est pas forcément optimal pour la détection de photons uniques. Ça veut dire que en faisant ça, donc certes, ils vont éliminer des événements de détection correspondant à du bruit, mais ils perdent quand même quelques événements de détection qui correspondent à des vrais photons, quoi. Pierre, juste petite question. La gamme spectrale sur laquelle on travaille pour la détection des photons, c'est quoi? Et notamment, du coup, est-ce que ça peut être des photons thermiques c'est des photons, du moins les caméras EMCCD, c'est comme la plupart comme les caméras CCD, hein, ça fonctionne essentiellement dans le domaine visible. D'accord. Le rendement est optimal vers entre 800 nanomètres et 400 nanomètres. Quoi. D'accord. Mais est-ce que ça pourrait être les photons juste thermiques de ce qu'on visualise, qu'on mesure là, ou c'est vraiment non, là, sur une image de fond, hein, donc une image de bruit, c'est les électrons de bruit qui sont générés par le bruit. Alors, pour les niveaux hauts, donc on peut avoir un bruit on a, on va dire, le pied de la gaussienne du bruit de lecture, mais c'est surtout les bruits induits par le transfert des charges dans le registre série et dans le registre de gain. Ok, d'accord, merci. C'est-à-dire que les électrons de bruit générés par le dark noise de la caméra sont a priori, la proportion d'électrons de bruit générés par le dark noise sont très très faibles
comparativement aux électrons de bruit générés par le CIC. Donc, il y a peut-être des électrons de bruit présents à l'entrée du registre de gain qui viennent du bruit thermique, mais leur proportion est très très faible. D'accord. Donc, dans les caméras EMCCD, hein, la source de bruit principale, c'est vraiment le CIC. Pour les niveaux, les petits points colorés qu'on voit, hein, c'est vraiment dû au CIC. Quoi. Ça marche, merci. Voilà. Transparent suivant. Alors, quand on cherche à faire du comptage de photons, hein, donc on va dire la méthode la plus simple, ça consiste à faire de la détection proportionnelle. Donc en gros, on va diviser le nombre d'électrons par... alors, quand on a une caméra CCD classique, ben, on regarde le nombre d'électrons. Quand on utilise une UMCCD en détection proportionnelle, on va prendre donc le nombre d'électrons en sortie et on va diviser par le gain moyen. Alors, ça peut être intéressant quand on a beaucoup de photons. Par contre, quand on a peu de photons, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le gain d'amplification, de par sa nature aléatoire, va dégrader le rapport signal sur bruit d'un facteur 2. C'est-à-dire que la figure de bruit de l'amplificateur électronique est de 2. Donc, ça veut dire que si on a un flux de photons sur la caméra qui est limité par le bruit quantique, la variance après détection sera doublée par rapport au flux de photons incident. Donc ici, j'ai une image que j'ai simulée, hein, donc avec les paramètres de bruit de la caméra, donc en prenant le niveau de grille dans l'image pour un flux de photons incidents en moyenne de 1 photon en moyenne par pixel, et donc dont les fluctuations sont régies par le bruit quantique. Donc on a des fluctuations qui vont être amplifiées par cette détection proportionnelle. Et on a montré par le passé que il était beaucoup plus intéressant de faire non pas une seule image avec 1 photon en moyenne par pixel, mais de prendre 10 images avec cette fois-ci 0,1 photon en moyenne par pixel et de sommer les 10 images seuillées. Et dans ce cas-là, on retrouve, en termes de bruit, on va retrouver donc la variance du flux de photons incidents dans l'image constituée par la somme de 10 images seuillées avec 0,1 photon en moyenne par pixel. De telle sorte que finalement, entre les deux images, on ait bien le même nombre moyen de photons. Donc voilà. Donc c'est une stratégie de détection, hein, qui peut être pertinente quand il y a très peu de lumière. Donc plutôt que d'augmenter le temps de pause et donc d'avoir plus de bruit thermique, il est peut-être plus intéressant on a montré qu'il était plus intéressant de faire des temps de pause plus courts, donc d'avoir moins de photons en moyenne dans une image, de seuiller les images et ensuite de sommer ces images seuillées. Voilà. Tu peux expliquer le facteur 2 sur le bruit là, Alors, en fait, il provient du caractère aléatoire du processus d'amplification, c'est-à-dire que l'amplification d'un signal électronique introduit toujours du bruit supplémentaire. Et donc, quand à l'entrée, on a un signal limité par une statistique poissonienne, donc la variance est égale à la moyenne, quand on amplifie... alors, ça dépend du gain, hein, c'est-à-dire que normalement, disons que pour les gains très forts, hein, donc avec un gain de 1000, la figure de bruit d'amplification est de 2. Donc, ça veut dire que le SNR, le rapport signal sur bruit, le rapport entre le rapport signal sur bruit à la sortie et le rapport signal sur bruit à l'entrée est dégradé d'un facteur 2, quoi. Donc, tout amplificateur électronique rajoute au moins 3 décibels de bruit, quoi. Donc, ça, voilà. Donc, la détection proportionnelle, elle est intéressante quand il y a beaucoup de photons. Par contre, elle devient problématique lorsqu'il y a peu de photons. C'est-à-dire qu'on va fortement dégrader le rapport signal sur bruit, quoi, au moins d'un facteur 2. Ok. C'est bon? Ouais, j'avance. Oui, voilà. Donc, on va passer aux applications maintenant. Alors, par le passé, donc, on a montré que notre méthode de seuillage était bien utile pour la détection de photons uniques. Et donc, là où on va avoir besoin de détecter des photons uniques, c'est dans des applications d'imagerie quantique.
Donc, ça fait maintenant une douzaine d'années qu'on utilise les caméras EMCCD pour mesurer donc des propriétés quantiques spatiales de sources de paires de photons intriqués. Et on fait ces mesures donc en traitant des images acquises avec les caméras EMCCD. Alors, bon, si vous n'êtes pas trop familier avec ces notions de photons intriqués, je vais rapidement rappeler de quoi il s'agit. Hein. Donc déjà, la méthode la plus simple pour produire des photons intriqués, donc c'est d'utiliser l'émission paramétrique spontanée, qui est induite par un laser de pompe dans un cristal non linéaire quadratique. Et donc dans ce cristal, donc l'annihilation d'un photon de la pompe dans le cristal s'accompagne de l'émission d'une paire de photons intriqués. Alors, l'intrication ici veut dire qu'en fait, ces deux photons sont liés par plusieurs propriétés communes. Et d'un point de vue quantique, cette paire de photons constitue un objet unique qu'on appelle le biphoton. Donc l'intrication, elle peut être présente dans différents domaines. Donc elle est présente dans le domaine spatial à travers les variables position et impulsion. Donc ce qui veut dire que les photons sont issus du même point du cristal, donc c'est l'intrication en position, et ils sont émis dans des directions gouvernées par la condition d'accord de phase, qui est donc l'intrication en impulsion. Alors, l'intrication, elle existe aussi sur d'autres variables, telles que la polarisation. Donc, en gros, soit les deux photons sont polarisés parallèlement, donc c'est le cas dans un accord de phase de type 1, ou alors ils sont polarisés de façon croisée dans un accord de phase de type 2. Ils sont également intriqués dans l'espace temps-fréquence, en effet, donc les deux photons vont être émis en même temps, et à des fréquences qui sont imposées par la condition, par la conservation d'énergie. Donc l'émission paramétrique spontanée, hein, c'est vraiment le moyen le plus simple de produire massivement des biphotons avec un très grand nombre de degrés de liberté, ou autrement dit, avec une grande dimensionnalité. Alors, en ce qui concerne l'intrication spatiale, donc, qui est au cœur de nos préoccupations en imagerie quantique, donc l'intrication implique que si un photon Hitler de la paire est détecté donc, à une position qu'on appelle RI, le photon signal sera nécessairement détecté à la position RS qui est égale à RI, avec une incertitude nommée que j'appelle ici delta R. De la même façon, en impulsion, donc si un photon Hitler est généré donc, dans une direction transverse symbolisée par le moment transverse QI, le photon signal, lui, sera détecté dans une direction correspondant donc, au moment transverse QS qui est égal à moins QI avec une incertitude delta Q. Donc ce sont ces mesures de l'intrication en position et en impulsion hein, donc, vont être réalisées donc, au sein des images issues des caméras CCD. C'est-à-dire qu'on va chercher des corrélations entre les pixels des caméras qui sont utilisées pour enregistrer donc, les images de ces faisceaux Signal et Hitler. Alors, soit donc, en champ proche, donc c'est en gros on fait l'image du cristal, et donc on aura des corrélations en position, ou alors on fait l'image des faisceaux de SPDC issus du cristal en champ lointain, donc dans le plan de Fourier, et auquel cas ce sont des coïncidences en impulsion qu'on mesurera dans les images. Transparent suivant. Alors, bon, en général, hein, donc, dans les dispositifs développés pour l'information quantique, les traitements de l'information quantique, donc c'est souvent l'intrication dans le domaine temps-fréquence qui sont exploités, et les mesures sont effectuées donc au moyen de détecteurs ponctuels, donc des SPAD, et on mesure des coïncidences temporelles avec ces détecteurs ponctuels, et au moyen d'un compteur de coïncidence. Alors, pour certaines expériences, hein, donc dans la littérature, il y a des gens qui ont utilisé donc, des détecteurs ponctuels pour faire de l'imagerie. Donc, comme j'ai dit au tout début de cet exposé, en balayant le plan transverse de détection avec ces détecteurs ponctuels. Et comme je l'ai dit, hein, cette méthode, pour reconstituer une image, nécessite un balayage précis de ces détecteurs, et qui nécessite également des fois un temps d'acquisition très long, hein, s'il y a très peu de photons incidents. Donc, pour avoir un signal significatif, il faudra mettre un certain temps pour reconstituer cette image.
Alors, en outre, cette méthode présente quelques failles sur la nature quantique des mesures effectuées, dans le sens où seuls les photons en coïncidence temporelle sont pris en compte dans la mesure et non pas l'ensemble des photons générés. Alors, pour, on va dire, proposer une alternative à ces deux problèmes quand on cherche à faire de l'imagerie avec des détecteurs ponctuels, donc transparent suivant, s'il vous plaît. Donc notre approche consiste donc à remplacer les détecteurs ponctuels par les matrices de détecteurs, donc ici les caméras MCCD, et de remplacer le compteur de coïncidence par un traitement des images acquises pour rechercher des coïncidences spatiales d'origine quantique entre les images. Alors le traitement d'image qu'on effectue ici, c'est simplement une convolution entre les deux images pour rechercher donc les corrélations entre les pixels. Et donc l'intérêt de cette méthode aussi, c'est que donc tous les photons détectés sont pris en compte dans la mesure, et l'optimisation donc des paramètres des caméras MCCD en mode de comptage de photons trouve ici tout son sens, car toute erreur de détection donc ajoutera du bruit supplémentaire. Et donc quand on cherche à détecter des photons par paire, si un des photons de la paire a été perdu, donc soit s'il a été absorbé entre la source et le détecteur, ou il n'a pas été détecté parce qu'il est sous le seuil de détection, le photon jumeau associé qui lui sera détecté sera assimilé à du bruit. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il faut vraiment détecter les photons par paire pour qu'ils contribuent au signal que l'on cherche à mesurer. Transparent suivant. Alors, on a appliqué donc ces caméras MCCD en imagerie quantique pour mener différentes expériences par le passé, donc des expériences donc, de mesure de paradoxes de type Einstein-Podolsky-Rosen dans des images jumelles. On a également fait donc, du ghost imaging dans le domaine temporel, de l'holographie quantique à 2 photons. On s'intéresse en ce moment également à la propagation de ces biphotons dans des milieux diffusants. Et encore plus récemment, donc, on a montré donc, des phénomènes d'interférence à 2 photons dans des images, donc, ce qui s'appelle autrement l'effet Ongu-Mandel entre des images jumelles. Bon, au niveau du temps, je peux aller jusqu'à quand pour laisser un peu de temps aux questions? Midi et quart, ça irait? Bah oui, pour moi ça va. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Ok, donc transparent suivant. Donc la première, on va dire le premier gros résultat qu'on a obtenu donc avec ces caméras MCCD sur les mesures donc, de corrélation spatiale entre des images. Donc ça a été donc, la première démonstration donc, de paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen entre des images. Donc en gros, il s'agit de montrer que lorsqu'on a donc des particules intriquées, donc alors Einstein-Podolsky-Rosen fait référence à un article d'Einstein de 1935 où il montre que si donc c'était un article purement théorique où il montrait que si on était en mesure d'avoir des particules partageant des propriétés communes, on pouvait, semble-t-il, dépasser le principe d'amplitude d'Heisenberg dans la mesure, donc en termes de position et d'impulsion. Donc le biphoton généré donc, par la SPDC est, on va dire, la particule idéale pour mener ce genre d'expérience, puisque le photon est émis à un endroit particulier du cristal avec une impulsion particulière. Et donc, entre les 2 photons d'une paire, on a une relation entre les positions et les impulsions de ces 2 photons. Alors, pour ça, on fait, donc on génère nos biphotons donc, dans un cristal de type 2 de BBO qui est taillé donc, pour un accord de phase non collinéaire, donc, ce qui nous permet naturellement de séparer spatialement les 2 faisceaux de SPDC. Et on va donc, à travers 2 montages d'imagerie, donc un premier montage d'imagerie où on forme donc l'image du cristal sur les caméras UMCCD, donc c'est pour les mesures champ proche, et donc pour mesurer des coïncidences en position, ou alors on place donc la caméra dans le plan de Fourier donc d'une lentille avec un montage de ZEF, de telle sorte donc qu'on image cette fois-ci donc le champ lointain des faisceaux de SPDC,
et on va donc entre les caméras et entre les images produites par les caméras, donc chercher des coïncidences en impulsion. Alors en général, on essaye de restreindre la détection autour de la dégénérescence, c'est-à-dire qu'on a des filtres interférentiels étroits placés devant les caméras qui limitent donc la détection de la SPDC autour de la dégénérescence, donc ça a 2 fois la longueur d'onde de la pompe. Et donc, vous avez ici typiquement donc, les images champ lointain, donc limitées par l'accord de phase donc, des 2 faisceaux de SPDC, et l'image champ proche de la SPDC, donc, qui est cette fois-ci est gouvernée par la taille du faisceau pompe. Et donc, on va chercher des corrélations spatiales, donc entre des pixels de coordonnées symétriques par rapport au centre des faisceaux pour les coïncidences en impulsion, et on va rechercher donc des corrélations sur des pixels identiques, donc de mêmes coordonnées pour les images champ proche. Donc, alors bien sûr, on peut remarquer que dans ces images, on a un profil déterministe de la SPDC. Donc, pour s'affranchir de cette corrélation déterministe entre les images, on fait donc le protocole d'acquisition consiste donc à soustraire. Donc, on fait en général une série de 100 ou 200 images. On en tire une image moyenne, un profil moyen qu'on va soustraire à chacune des images individuelles. Donc, l'idée étant à chaque fois de soustraire donc le profil déterministe pour ne conserver que les fluctuations d'une image individuelle autour de ce profil moyen. Et donc, on va regarder donc, les corrélations entre ces images. Et donc, on va obtenir donc, typiquement donc, ce qu'on a donc, à gauche sur l'écran donc, pour les coïncidences en impulsion. Donc, on va avoir un pic de corrélation. Donc, un pic de corrélation en champ proche et un pic de corrélation en champ lointain qui nous donne donc, finalement, quand c'est normalisé, la probabilité de détecter un photon jumeau. Donc, lorsqu'on détecte un photon donc, sur un pixel d'une image, c'est de détecter le photon jumeau sur les pixels environnants sur l'autre image. Et donc, la largeur de ces pics de corrélation donc, dans les 2 dimensions donne les incertitudes sur l'intrication. Et donc, en tenant compte donc, des incertitudes sur l'intrication en champ proche et en champ lointain, donc on peut montrer, alors il manque un tout petit bout d'équation, donc on peut montrer que le produit donc, de ces variances sur ces mesures est très inférieur donc, à la limite imposée par le principe d'incertitude d'Heisenberg. Juste une question, Fabrice. Oui. Le résultat d'une image dont on aurait soustrait le profil moyen, du coup, ce serait les pixels que tu as représentés à gauche et à droite, là, pixel 1 et pixel 2, qui sont anticorrélés. Bah, disons que en fait, les petits carrés noirs sur les images, c'est juste pour montrer où on trouve les coïncidences entre les images. Oui, mais une image soustraite dont on aurait soustrait le profil moyen, ça donnerait quoi? Alors, comme c'est des images seuillées, donc on va avoir, donc à la base, avant soustraction, donc on a une image avec que des 0 et des 1. D'accord. Oui. Et donc avec un peu plus de pixels dans la zone correspondant donc à la zone où il y a de la lumière, donc avec quelques pixels au niveau 1, là où il n'y a pas de lumière correspondant donc au bruit. Ouais. Et une image moyenne, c'est une image qui ressemble à peu près à celles qui sont sur le slide, avec un niveau moyen de 0,1. Donc en fait, on va soustraire ce profil en forme de cloche avec un niveau maximal ou un niveau moyen de 0,1 à des images binaires qui sont constituées uniquement de 0 et de 1. D'accord. Voilà. Et c'est absolument nécessaire de soustraire ce profil moyen parce que sinon, le pic de corrélation, en fait, il va être noyé dans une tâche de corrélation très large qui correspond finalement aux corrélations déterministes, hein, puisqu'on a bien, sur les 2 images, on a le même profil en cloche. Donc là, ça apporte une corrélation entre les 2 images, mais qui n'est pas celle qu'on recherche. D'accord. Donc ça nécessite de soustraire ce profil moyen pour éliminer donc les coïncidences déterministes et les profils déterministes dans les faisceaux, et ne garder que les coïncidences d'origine quantique dans les images. Voilà. Antoine, d'ailleurs, j'ai une petite question aussi. Oui. Donc il y a les deux, donc il y a le champ proche, champ lointain qui permet de déterminer donc
on bat entre guillemets la limite d'Eisenberg, mais ces deux mesures, elles sont pas faites en simultané en fait. Bien sûr, donc c'est bien pour ça qu'on parle de paradoxe et non pas de violation du. C'est-à-dire que le paradoxe EPR, c'est-à-dire qu'on semble violer le principe d'incertitude d'Eisenberg, car clairement, on ne peut pas mesurer simultanément la position et l'impulsion d'un photon. D'accord? Mais avec de la lumière classique, si on fait le même type de mesure, hein, c'est-à-dire que si on mesure les corrélations, par exemple avec un faisceau laser, entre le champ proche et le champ lointain d'un faisceau laser, le produit des variances sur les mesures de corrélation sont limitées par le principe d'incertitude d'Eisenberg. Ok. Voilà. Alors, donc, dans le cadre de ces travaux, donc, on a introduit ce qu'on appelle le degré de violation, le degré de paradoxe EPR, donc c'est le paramètre V, en gros, qui nous donne en gros combien de fois on est en dessous d'Eisenberg dans ces mesures. Et là, à l'époque, on avait le niveau le plus élevé, hein, donc qui était de 50 000 à peu près, et ce qui nous permet aussi d'évaluer donc ce qu'on appelle la dimensionnalité du biphoton. Donc ça veut dire qu'en gros, on a plus de 200 modes spatiaux dans nos images. Donc, ce qui indique qu'ici, voilà, on est capable de montrer donc, ce paradoxe EPR dans des images de biphotons de très grande dimensionnalité. Alors, transparent suivant, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les applications qui suivent pour avoir un peu plus de temps sur la dernière. Donc, on a également utilisé donc, ces notions de corrélation dans les images détectées avec des caméras EMCCD pour proposer donc une transcription donc du concept de ghost imaging, donc d'imagerie fantôme. Alors l'imagerie fantôme, hein, c'est une technique qui consiste donc à faire des images d'objets avec des détecteurs qui n'ont pas de résolution spatiale, donc en utilisant donc des mesures de corrélation dans le domaine temporel, donc des fluctuations de l'intensité lumineuse. Et donc l'idée, c'est de transposer donc le concept dans le domaine temporel. Donc c'est finalement de reconstruire l'image d'un objet temporel avec un capteur qui n'a pas de résolution temporelle. Donc typiquement une caméra qui va intégrer dans le temps un signal porté par un des faisceaux de SPDC dont l'intensité est modulée dans le temps par un signal temporel. Donc on va intégrer ce signal dans le temps. Donc on va avoir une image unique dans lequel donc, le signal temporel est noyé, d'accord. Et donc l'idée, c'est par des mesures de corrélation et en recherchant les corrélations spatiales entre cette image intégrée dans le temps et une pile d'images datées dans le temps, donc acquises avec une autre caméra qui a reçu donc l'autre photon de la paire, mais qui n'a pas traversé l'objet temporel, et en corrélant donc l'image intégrée dans le temps avec chacune des images datées et acquises individuellement avec l'autre caméra, en mesurant donc le niveau de corrélation entre ces images, on est capable donc de reconstruire la séquence temporelle qui avait été adressée donc sur le faisceau qui est adressé sur la caméra qui n'a pas de résolution temporelle. Donc ça, c'est voilà, donc c'est ce qu'on a fait avec les caméras EMCCD, donc nos sources de photons intriqués dans le domaine spatial. Transparent suivant. Juste peut-être, si je peux me permettre, juste une question là-dessus. C'est quoi la motivation en fait pour faire ça dans le ghost imaging classique? Je comprends qu'on peut par exemple utiliser une longueur d'onde pour le bucket detector, une autre pour la caméra. En temporel, c'est quoi la motivation? Ça peut être alors ici, là c'est une démonstration de principe, hein, donc les performances sont tout à fait faibles, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au ghost imaging dans le domaine temporel pour reconstruire des signaux temporels qui ne sont pas forcément accessibles avec les détecteurs classiques. Hein, donc, et puis éventuellement un signal unique qui n'est pas reproductible. Donc, on a fait des choses similaires, non plus avec des paires de photons intriqués, mais avec des speckles aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le ghost imaging, hein, c'est pas forcément quelque chose de quantique. Hein, c'est-à-dire que ça peut être fait de façon tout à fait classique. Là, pour l'instant, l'intérêt ici, c'était juste de démontrer, faire une démonstration de principe, mais l'intérêt ici, quand même, somme toute limité.
J'ai une petite question complémentaire aussi, Fabrice. Le parallèle avec le ghost imaging spatial et dans le domaine temporel, est-ce que ce serait du coup, si on partait sur un schéma non dégénéré, que tu puisses avoir par exemple un bucket detector qui serait rapide. Attends. Oui, à une longueur d'onde, un détecteur qui serait rapide et à l'autre longueur d'onde, un détecteur qui serait plus sensible mais lent. Oui, éventuellement, oui. Non, mais si, ça pourrait être une solution. C'est-à-dire qu'effectivement, si on cherche. C'était très clair dans ma tête au moment où j'ai posé la question, mais ça l'est plus. Après, il faut être capable d'identifier les corrélations spatiales en hors dégénérescence. Donc, c'est moins simple qu'en dégénéré. Mais on peut revenir là-dessus plus tard, en discuter. Ça marche, ouais. Ça mérite réflexion. Je te laisse avancer, pardon. Alors, transparent suivant. Donc, on a fait également, donc là, alors, et c'est un peu l'objet des applications suivantes. Donc, là, le biphoton qu'on génère dans un cristal non linéaire présente également donc, des propriétés de cohérence spatiale et temporelle. C'est-à-dire que individuellement, les photons sont incohérents, d'accord ? Par contre, lorsque l'on considère donc, les photons émis par paire, là, la paire de photons, donc, qui est en général définie par une fonction d'onde du biphoton, et donc cette fonction d'onde du biphoton présente des propriétés de cohérence. Alors, on a appliqué ces propriétés de cohérence pour faire de l'holographie à 2 photons. Donc, dans le dispositif, on prend nos biphotons générés par le cristal. On forme donc le champ proche du cristal sur un hologramme de phase, et donc les 2 photons vont traverser l'hologramme de phase. Ensuite, ces 2 photons sont détectés séparément sur les caméras. Et donc, quand on regarde donc en champ lointain, donc a priori, on est dans le plan de Fourier de l'hologramme, donc on doit avoir au niveau d'une caméra la restitution d'un hologramme. Alors, l'hologramme, typiquement, c'est un hologramme de phase binaire qui est représenté ici, et là, l'objet codé dedans, c'est 9 pics de Dirac. Alors, en éclairage cohérent, comme l'hologramme est binaire et que il y a un plan de phase qui permet de décaler les ordres de diffraction +1, -1, donc voilà ce qu'on obtient donc, typiquement en éclairage cohérent. Et donc, en utilisant la source de biphotons, sur une caméra, en champ lointain, donc ce qu'on va observer, c'est cette tache rouge sur la figure A, où là, effectivement, on ne reconnaît pas du tout l'information stockée dans l'hologramme, tout simplement parce que, pris individuellement, les 2 faisceaux de SPDC sont complètement incohérents d'un point de vue spatial. Par contre, la fonction d'onde du biphoton étant cohérente d'un point de vue spatial, lorsque l'on va calculer les corrélations entre les 2 images acquises avec les caméras UMCCD, on va pouvoir reconstituer donc, et reconstruire l'information stockée dans l'hologramme. En effet, donc la fonction d'onde du biphoton, dans ce cas-là, ce qui montre bien le caractère cohérent de la fonction d'onde du biphoton. Donc voilà l'hologramme restitué quand on cherche les coïncidences spatiales entre les 2 images. Alors, sur le même principe de cohérence spatiale des biphotons, donc on peut passer au transparent suivant. On s'intéresse actuellement donc aux propriétés spatiales des biphotons transmis à travers des milieux diffusants, donc avec différents types de configurations. Donc, soit on a un milieu diffusant mince qui est placé donc, en champ proche du cristal et on regarde les corrélations, donc c'est les 2 schémas qui sont au-dessus. Donc, on a un milieu diffusant qui est en champ proche et on cherche les corrélations en champ lointain, ou alors on place le milieu diffusant en champ lointain donc, de la SPDC et on recherche les corrélations en champ proche. Et donc, dans les 2 cas, on observe donc qu'il existe toujours des corrélations spatiales. Donc, sans milieu diffusant, donc on retrouve nos pics de corrélation étroits en champ proche et en champ lointain. Et avec le milieu diffusant, donc on va retrouver donc, ce qu'on appelle des speckles à 2 photons, donc des speckles de corrélation. Donc, individuellement, donc toujours compte tenu du caractère incohérent d'un faisceau de SPDC seul, on retrouve des tâches similaires à celles qu'on observe sans milieu diffusant. Par contre, quand on va calculer les corrélations entre les 2 images acquises avec les 2 caméras,
on va obtenir donc des speckles de corrélation à 2 photons. Donc on est en train d'étudier, donc on continue à travailler sur ce sujet avec des milieux diffusants épais, et on regarde également comment on peut contrôler les processus de diffusion avec un SLM pour contrôler un contrôle actif de la phase des biphotons. Et on va passer au dernier transparent. Et du coup, pardon, une question là-dessus. Oui. Du coup, c'est quoi le thin random medium là? Donc c'est une lame de phase aléatoire. Un SLM? Ouais. Non, là, c'est c'est pas un SLM. Là, c'est une lame de phase aléatoire. Donc c'est une lame de verre qui a été gravée, attaquée à l'acide pour introduire donc une fluctuation de la phase. Alors c'est assez proche d'un hologramme de phase en sortant. Donc, sauf que là, au lieu que ce soit quelque chose de bien déterministe, c'est une fluctuation aléatoire de la phase. D'accord. Voilà. Transparent suivant. Alors, l'autre application actuelle et qui est en cours dans notre équipe, donc c'est donc utiliser donc des caméras EMCCD pour faire des mesures d'interférence à 2 photons. Alors l'interférence à 2 photons, c'est une expérience qui a été qui date des fin des années 80, qui a été initialement utilisée pour faire des mesures donc de temps très courts, donc en mesurant des coïncidences temporelles entre des photons générés donc dans un cristal non linéaire. Et donc, ces 2 photons sont envoyés sur une lame séparatrice, et on regarde donc les coïncidences entre les 2 ports de sortie du détecteur. Et lorsque les photons sont parfaitement synchronisés sur le détecteur, on observe une chute des coïncidences entre les 2 détecteurs, ce qui veut dire que les photons vont par paire, soit sur le détecteur 1, soit sur le détecteur 2. Alors, ça a permis donc de mesurer donc des temps de cohérence relativement courts. Et depuis cette expérience, donc ce qu'on appelle maintenant l'effet Ohm, c'est devenu un peu la pierre de fondation des technologies quantiques, puisque cette interférence à 2 photons est de nature quantique et n'a pas de contrepartie en optique classique. Alors, transparent suivant. Alors, je résume ici rapidement le principe de l'interférence à 2 photons. Donc, lorsqu'on a 2 photons incidents sur une lame séparatrice 50-50, s'ils sont uniquement discernables en polarisation, donc supposons qu'ils ont des polarisations croisées, statistiquement, il y a 4 possibilités de sortie pour ces 2 photons. Soit ils sortent tous les 2 du même côté sur les ports C et D de sortie, soit ils sont réfléchis et transmis, ou transmis et réfléchis, et avec des probabilités égales si le beam splitter est équilibré. Maintenant, si les 2 photons sont indiscernables en polarisation, c'est-à-dire qu'ils sont polarisés parallèlement, dans ce cas-là, on montre que d'un point de vue quantique, les photons vont sortir par paire, soit sur le port C, soit sur le port D. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc l'interférence à 2 photons. Donc les photons sortent par paire, soit vers les 2 ports de sortie. Transparent suivant. Donc ici, historiquement et encore maintenant, les mesures se font essentiellement dans le domaine temporel avec des compteurs de photons et des compteurs de coïncidence. Et donc l'idée ici, c'est de remplacer encore une fois ces détecteurs ponctuels par des caméras et de montrer donc des photons, des biphotons de très grande dimensionnalité spatiale peuvent être également, et qu'on peut observer des interférences à 2 photons avec des biphotons de très grande dimensionnalité spatiale. Donc ici, dans le dispositif, donc on a toujours nos paires de photons générés par un accord de phase de type 2, qui sont orientés donc vers les ports d'entrée d'un beam splitter au moyen de 2 systèmes d'imagerie identiques, dans lesquels on forme donc l'image champ proche du cristal sur le beam splitter. Ensuite, donc, le champ proche des ports de sortie sont imagés sur les caméras EMCCD. On a donc une lame quart d'onde qui nous permet de contrôler l'état de polarisation d'un des photons par rapport à l'autre. Donc, pour un accord de phase de type 2, les photons émis sont en polarisation croisée. Et donc, avec cette lame quart d'onde, on va pouvoir passer d'une configuration où les photons sont discernables ou indiscernables en polarisation. On a également dans le dispositif une ligne à retard qui nous permet donc de jouer sur la distinguabilité des photons dans le temps.
Et enfin, le beam splitter est monté sur une platine avec 2 axes de rotation qui va nous permettre donc d'induire un décalage dans l'espace des impulsions entre le faisceau réfléchi et le faisceau transmis, et qui va nous permettre donc de contrôler l'indiscernibilité des photons dans le domaine spatial. Alors, encore une fois, je montre à droite donc une image champ proche, champ lointain donc de la SPDC. Et donc, à partir des écarts types donc, mesurés sur ces images, on peut estimer et donc, la durée d'impulsion et la durée des filtres interférentiels que l'on place, et la largeur des filtres interférentiels que l'on place devant les caméras. On peut estimer donc, la dimensionnalité totale des biphotons qui sont impliqués dans les mesures. Et donc, d'un point de vue spatio-temporel, donc ici, on a 3 millions de modes spatio-temporels. Donc, ce qui nous donne la dimensionnalité totale des biphotons en jeu dans ces expériences. On peut passer au transparent suivant. Alors, on va passer au suivant, parce que là, le temps passe, le temps file, donc je vais aller... donc, dans le dispositif, hein, donc, quand on a la superposition des images transmises et réfléchies donc, sur les deux caméras, on va trouver donc, des corrélations entre les pixels symétriques donc, des deux images pour les photons qui ont été transmis et réfléchis. Mais pour les photons qui sont transmis ou réfléchis donc, et qui vont sur la même caméra, on va également trouver des corrélations au sein même des images, mais cette fois-ci sur des pixels, alors non pas symétriques par rapport au barycentre des images, mais symétriques par rapport à un axe horizontal. Alors la raison est liée à la géométrie du dispositif, où le faisceau réfléchi subit une réflexion supplémentaire par rapport au faisceau transmis, donc ce qui induit une réflexion, une symétrie gauche-droite supplémentaire. Transparent suivant. Donc, en mesurant, donc, lorsque les photons sont indiscernables en temps et en impulsion, donc quand ils sont parfaitement superposés, donc on mesure bien des coïncidences donc, entre les deux images et au sein même des deux images. Donc, on a à peu près 50% des coïncidences entre les deux images et 25% dans chaque image. Et lorsque les photons sont indiscernables en polarisation, on observe donc une chute des corrélations donc, entre les deux images et une augmentation des corrélations au sein des images individuelles. Ce qui montre bien que les photons vont préférentiellement par paire sur chacune des caméras. Et on peut définir donc, ce qu'on appelle la visibilité de l'interférence Ohm, qui est de 65% dans ce cas-là. Alors, on n'atteint pas les 90 ou 95% qu'on pouvait espérer en raison donc, de la difficulté d'avoir un état d'indiscernabilité des photons sur toute la section transverse des faisceaux. Mais en tous les cas, on est au-dessus de la limite quantique, qui est de 50% de visibilité pour l'interférence Ohm. On peut passer au transparent suivant. Alors, on a investigué les propriétés de cette interférence Ohm en fonction de différents paramètres, donc en fonction de la polarisation, donc on a les oscillations et on a bien les interférences avec une distribution sinusoïdale, donc des corrélations en fonction de l'état de polarisation. On a fait des mesures aussi dans le temps, donc avec un dip entre les deux images et un pic au sein des images individuelles avec une durée une largeur qui correspond à peu près au temps de cohérence du biphoton. Et on a fait également des mesures dans le domaine spatial en balayant dans les deux directions le shift en impulsion. Et on retrouve donc des dips, des pics et des interférences constructives et destructives avec des largeurs qui sont en bon accord avec la largeur de cohérence, cette fois-ci, du biphoton. Donc, je vais conclure. Voilà, donc transparent de conclusion. Donc, voilà, je vous ai montré dans cet exposé donc, comment on pouvait utiliser au mieux des caméras EMCCD pour la détection de photons uniques et quelques applications donc, en imagerie quantique qui ne sont pas une liste non exhaustive des applications des caméras EMCCD en imagerie de photons uniques et dans le contexte d'imagerie quantique. Voilà, donc transparent suivant, donc c'est la bibliographie, voilà, les papiers correspondant donc aux différentes applications. Et puis un petit transparent de fin, voilà, pour montrer les personnes avec qui je travaille. Et on peut prendre un peu de temps pour des questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Allez-y, vous pouvez prendre la parole directement pour les questions. Oui. Je vais essayer de remettre les
caméra. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être commencer. Je me demandais, donc tu as montré qu'on pouvait compter, pour compter les photons avec vos caméras, tu pouvais distinguer entre 0 et 1, mais pas entre n et n plus 1, on va dire. Je me demandais si c'était quelque chose d'assez général, enfin dans toutes les techniques connues, est-ce qu'on était capable de compter les photons avec plus que 1 en valeur moyenne ou... Alors, il y a les nanophiles de carbone là, qui sont normalement capables de compter les photons. C'est des détecteurs ponctuels. Alors, il y a les caméras, alors j'en ai pas parlé, mais il y a les caméras SPAD qui permettent de dater, qui sont sensibles. Donc, les détecteurs SPAD, donc à la base, c'est des détecteurs ponctuels qui permettent de dater l'arrivée des photons. On commence à avoir des caméras SPAD. Donc, il y a une boîte suisse qui propose une caméra SPAD avec 32 pixels. Donc, ce qui permet d'avoir, avec une assez faible résolution spatiale, qui permet de dater l'arrivée des photons. Donc, si les photons arrivent avec des intervalles de temps suffisamment espacés, on peut compter les photons et leur temps d'arrivée sur un pixel. Et mais par contre, voilà, tout ce qui est multiplication d'électrons, voilà, compte tenu du caractère aléatoire de la multiplication des électrons, on ne sait pas faire les différences. Alors, s'il y a beaucoup de photons, on peut faire la détection proportionnelle, mais avec une estimation du nombre de photons qui est forte, du moins qui est bruitée, quoi, qui est moins précise que ce qu'on pourrait faire avec notre méthode de seuillage. Alors, j'en ai pas parlé, mais avec la méthode de seuillage, on a quand même montré que on pouvait aussi, en utilisant cette méthode et par une connaissance a priori du niveau moyen de photons, on pouvait également utiliser la méthode de seuillage pour des niveaux supérieurs de photons par pixel. Donc ça, c'est expliqué dans le MNRAS. Hein. Donc il y a en utilisant, on va dire, des méthodes bayésiennes sur les probabilités, connaissant le niveau, avec une connaissance a priori du niveau moyen sur un pixel, on peut utiliser également cette méthode de seuillage. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai une question dans le chat qui demande à quoi est dû le clock induced charge. Donc pour amplifier les électrons entre deux étages d'amplification, en fait, il y a des tensions d'accélération. Il y a des tensions accélératrices assez fortes pour induire par collision des électrons supplémentaires. C'est-à-dire que l'électron qui va transiter dans l'étage va, par effet de collision, va produire des électrons supplémentaires. Donc c'est comme une photodiode avalanche, en fait. Hein. C'est le même principe. Sauf que comme tout détecteur, il y a potentiellement, sous l'effet de la tension accélératrice, on peut avoir des électrons de bruit qui apparaissent spontanément à chaque étage. Et d'ailleurs, oui, lié à ça, oui, Pierre Lavenu, pourquoi ça apparaît sous forme de niveau quantifié, là, les lignes, enfin, c'est des traits qu'on observe là dans le... C'est des points, parce qu'après, on ramène... Alors, ce qu'on fait, du moins dans ce que j'ai présenté, c'est donc on a des images au départ qui sont en niveau de gris, d'accord ? Oui. Le niveau moyen d'électrons par niveau de gris, c'est 4,65, mais après, les électrons, c'est des nombres entiers, donc un nombre entier d'électrons. Ah oui, d'accord. Donc, sur l'histogramme, effectivement, on a l'impression qu'il y a des lignes à différents niveaux, mais le niveau le plus bas, c'est un électron, après, c'est 2 électrons. Alors après, les probabilités, elles sont obtenues en divisant par le nombre de pixels d'une caméra. Quoi. Ok. Mais effectivement, le nombre d'électrons est quantifié. C'est 1, 2, 3 les électrons. Peut-être... Oui. Vous m'entendez? Oui, peut-être Eric Lantz, je travaille avec Fabrice. Peut-être je peux ajouter une petite chose sur le clock induced charge. Il y en a dans toutes les caméras CCD, hein, même quand il n'y a pas d'amplification. Au moment du transfert des électrons au départ. Simplement, quand il n'y a pas d'amplification, c'est négligeable. C'est-à-dire que par rapport au bruit de lecture,
le fait d'avoir de temps en temps des électrons qui sont générés au cours du transfert, c'est-à-dire même quand on ne fait pas de l'amplification au final, c'est négligeable, alors que là, comme on amplifie ensuite ces électrons, autrement dit, Fabrice a dit une des causes qui sont pendant l'amplification, mais il y en a aussi pendant le transfert des charges entre les pixels. Très bien. Ok, merci. Alors, la raison, c'est que les tensions qui sont en jeu dans le transfert des charges sont beaucoup plus faibles que les tensions en jeu dans le registre de gain, en fait. Voilà. D'accord. J'ai une autre question un peu générale, mais dans toutes les applications que tu as citées à la fin Oui. de ces paires de photons intriqués, laquelle tu penses est la plus susceptible de sortir du laboratoire, quoi, pour s'il y en a une. Ouais. Si on a une. Peut-être la dernière, c'est peut-être celle sur laquelle j'ai plus de... C'est-à-dire le Ongu Mandel, hein. Bah, disons que voilà, éventuellement c'est proposer des protocoles de traitement de l'information quantique en espace libre avec des caméras et des images, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, on a quand même pour projet dans cette expérience de rajouter du SLM et un contrôle actif des biphotons dans le dispositif. D'accord. Voilà. Et en termes de voir à travers des milieux diffusants, là, tu penses que c'est prometteur comme application ou c'est quoi les limitations en fait de... Bah, disons que pour l'instant, bon, c'est tout ce qui a trait ce qu'ils appellent le quantum walk, hein, c'est comment des biphotons se comportent dans un milieu aléatoire. Et là-dessus, alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur des dispositifs en optique intégrée, hein, donc sur la marche aléatoire des photons à travers des réseaux de neurones, par exemple. Alors, en termes d'imagerie, ouais, pour l'instant, c'est encore un peu trop en amont, quoi, avant d'envisager l'imagerie à travers les milieux diffusants. Mais pour quelle raison, en fait? Parce que les flux sont très bas ou parce que... Oui, puis c'est... bon, il y a des méthodes qui permettent voilà, de focaliser des faisceaux laser à travers des milieux diffusants avec du moins en utilisant des SLM et en ayant une méthode permettant on va dire de caractériser le caractère déterministe d'un milieu aléatoire. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, en injectant une phase, on peut compenser les effets de la diffusion de la lumière à travers un milieu aléatoire. Hein, donc c'est ce que font les gens de SPCI, donc Sylvain Gigant et ses co-travailleurs. Après, avec les photons intriqués, toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver un protocole qui permet de compenser les effets du milieu diffusant, quoi. Là, on y travaille et c'est pas si simple que ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça nécessite beaucoup de temps d'acquisition. Et donc, pour l'instant, voilà. En simulation, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut trouver des méthodes itératives qui permettent de converger progressivement vers la solution, et donc qui permet finalement de recondenser les corrélations spatiales des photons jumeaux à travers un milieu diffusant. Mais expérimentalement, pour l'instant, on n'est pas encore opérationnel, quoi. Encore une question dans le chat. Et merci pour votre présentation. Vous avez cité une source de biphotons avec un mécanisme d'OPO. Est-ce que votre expérience peut s'adapter facilement à d'autres sources, entre parenthèses, atomes uniques? Bah, oui, à partir du moment où il y a des photons qui sont générés par une source de photons intriqués, oui, c'est applicable. C'est vrai que nous on utilise la SPDC parce que c'est quand même le moyen le plus simple, le plus basique et le moins onéreux pour produire des paires de photons. Voilà, utiliser
photons, des atomes refroidis, voilà, ça nécessite quand même un outillage et une installation autrement plus conséquente. Mais à partir du moment où il y a des photons qui sont générés par paire et qu'il n'y en a pas beaucoup, bah oui, on peut utiliser les caméras EMCCD pour les détecter, à condition que voilà, on s'intéresse réellement aux caractéristiques spatiales de ces photons, quoi. Parce que à la limite, si c'est juste le caractère temporel des photons et mesurer des coïncidences temporelles de photons, autant utiliser des SPAD ou des nanophiles. Moi, j'aurais 2 petites questions, Sylvain, si tu permets. Je permets, ouais. Merci. Compris. Bien aimable. La première, elle porte justement sur la source de SPDC, parce que le BBO, le schéma que vous avez utilisé, il est notoirement pas hyper efficace. C'est pour une question de facilité expérimentale ou c'est une exigence de la caméra de pas avoir un flux trop important et du coup. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les premières expériences, voilà, ou du moins expériences, on va dire à peu près contemporaines aux nôtres. Il y a d'autres équipes qui travaillaient sur les mesures de corrélation spatiale entre photons jumeaux. Donc, ils utilisaient des photons générés par un accord de phase de type 1. Donc, ce qui veut dire qu'ils détectaient en fait les deux photons de la paire sur la même caméra. Donc, par exemple, pour la démonstration du principe EPR, se pose le problème de la causalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que du moins pour être, on va dire, carré sur la démonstration, il faut que les deux détecteurs et que les deux photons soient détectés séparément, quoi. Le fait de les détecter sur le même capteur posait quand même un problème de fond. Séparément spatialement. Voilà. Et parce que en gros, typiquement, ça pourrait pas être une émission collinaire qui pourrait être utilisée voilà, avec une levée de dégénérescence en polarisation, par exemple. Si c'était une source collinéaire, on n'aurait pas les corrélations transverses. Oui, si on peut les séparer en polarisation, le problème du type 1, c'est qu'on ne peut pas les séparer en polarisation. On ne peut pas les séparer, du moins si on fait la mesure en dégénérescence, ils sont indiscernables en longueur d'onde. Donc le type 2 est préférable parce que même si c'est un accord de phase collinaire, un beam splitter, un séparateur de polarisation permet de séparer les photons. Mais l'intérêt d'utiliser un type 2 non collinaire, c'est que dans le BBO, c'est qu'on a déjà une séparation naturelle spatialement. C'est-à-dire que les deux faisceaux se propagent dans deux directions distinctes, sans recouvrement. Donc, ce qui évite de rajouter des éléments optiques supplémentaires qui introduisent des pertes supplémentaires. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Parce que, encore une fois, hein, je ne l'ai pas dit explicitement, mais au mieux qu'on a pour l'instant, c'est qu'en gros, dans nos images, on a 30% des événements de détection qui correspondent à la détection de photons par paire. Ouais. Et ces 30%, c'est le rendement quantique global du système d'imagerie qui inclut le rendement de la caméra et toutes les pertes des composants optiques du système. Donc, si on rajoute des composants optiques supplémentaires, c'est des pertes supplémentaires et c'est des photons célibataires supplémentaires dans nos images. Ouais. Donc, si on peut s'affranchir et se passer d'un séparateur de polarisation, c'est pas mal. En fait, la question que ça pose, c'est plutôt quel autre système de génération de paires de photons non collinaires, intrinsèquement non collinaires, pourrait exister, sachant qu'à partir du moment où c'est non collinaire, on a un milieu en général assez étroit et donc assez fin. Oui. Et donc moyennement coopératif. Après, nous on ne cherche pas à avoir un rendement. On est sur des flux faibles, donc on n'est pas en régime de réamplification des photons qui sont générés. Ouais. Donc, on pourrait très bien, là on utilise un laser impulsionnel, mais on pourrait très bien utiliser une diode laser continue. Ça serait largement suffisant, quoi. D'accord. Alors, mon autre question, alors je suis désolé, c'est là que je vais montrer que j'ai vraiment rien compris. C'est est-ce qu'il y a des perspectives d'utilisation des EMCCD ou de modification des EMCCD pour en faire des caméras qui résoudraient les nombres de photons?
Sur le principe, si j'ai dit, hein, on peut quantifier le nombre de photons en utilisant la technique de seuillage, hein, c'est-à-dire que on peut quantifier, disons, on peut toujours mesurer un nombre de photons avec une EMCCD. C'est juste que le processus d'amplification dégrade le rapport signal sur bruit. Donc, quand il y a beaucoup de photons, en soi, c'est pas trop gênant. Par contre, quand il y en a peu, là, ça commence à devenir problématique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que j'avais pas compris, c'est que on peut le processus de seuillage permet de résoudre 1, 2 ou 3 photons. C'est-à-dire que si par exemple on est dans la situation où il y a en moyenne 3 ou 4 photons par pixel, en fait, ce qu'on va faire, c'est, admettons que le niveau moyen, c'est 4 photons par pixel, au lieu de sommer 10 images à 0,1 photon, on va en sommer 40. On va ajuster le temps de pause, par exemple, pour avoir en moyenne 0,1 photon en moyenne par pixel, et on va sommer 40 images. Ouais. D'accord. L'idée, c'est d'utiliser la technique de seuillage. C'est que plutôt que de faire d'avoir un temps de pause long, c'est réduire le temps de pause pour avoir dans une image nettement moins d'un photon en moyenne par pixel, et puis de sommer des images. Et après, alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, hein, mais c'est bien expliqué dans le MNRAS. Hein, donc, c'est d'utiliser on va dire une approche bayésienne de connaissance a priori du niveau moyen d'une image sur un pixel. Fabrice, tu me permets d'ajouter une petite chose. On peut même envisager, donc, cette fois-ci, avec des visées qui ne sont pas du tout des applications quantiques, mais par exemple pour l'astronomie, de faire des images avec des niveaux de photons moyens qui sont très différents suivant les pixels, c'est-à-dire où par exemple on fait par exemple 15 images avec un niveau moyen, avec un niveau par pixel qui est par exemple 0,1 photon par pixel sur certaines images, c'est-à-dire ça fait 1,5 sur les 15, et puis beaucoup plus, 200, 300, pourquoi pas, sur d'autres pixels. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est faire un algorithme effectivement bayésien qui combine l'information de seuillage, qui donc évidemment va rien donner si on a 15 photons par pixel, parce qu'on aura toujours des 1, avec l'information en niveau proportionnelle donnée par le niveau de gris du total des images. Donc le MNRAS propose une méthode pour faire ça de façon optimale, de façon à avoir l'avantage du seuillage sans connaissance. Enfin, je veux dire, la connaissance a priori, c'est uniquement le nombre de niveaux de gris par pixel sur les 15 images. Donc, il n'y a pas de connaissance a priori avant la mesure par la caméra EMCCD. Et comme ça, on peut arriver à avoir de la dynamique, c'est-à-dire à conserver l'avantage du seuillage quand on est à très bas flux et à passer, j'allais dire, de façon optimale en détection proportionnelle sur les parties avec plus de lumière. Okay. Il y a encore des questions? J'en ai peut-être une toute dernière. Quand tu mesures les corrélations type EPR, il faut bien soustraire la valeur moyenne parce que sinon on va être noyé dans les corrélations classiques. Oui. Et je me demandais à quel comment finalement on était sûr qu'on avait bien soustrait toutes ces corrélations classiques et que ce qu'on voyait c'était pas. Comment on distingue les deux finalement? Alors déjà, les corrélations classiques, typiquement, ça va se traduire par un piédestal qui est très large, qui va noyer le pic d'origine quantique. Et aussi, ce qu'on fait toujours aussi, c'est qu'on s'assure que quand on corrèle deux images qui ne correspondent pas à la même paire d'images, donc on va prendre deux images non jumelles, auxquelles on va soustraire le fond moyen et on va chercher des corrélations et là, il n'y a rien, quoi. Ouais, ça. On a du beau. Et en plus, il faut quand même s'assurer que la variance de la différence est inférieure à l'intensité moyenne. Ça c'est un critère absolu pour dire on est en régime quantique. Donc on est en dessous Poisson sur la différence. Ouais, d'accord.
Ok. Bon, bah, 12h38, je pense que on va s'arrêter là. Encore merci Fabrice. Bah, c'est vraiment très clair, très intéressant. Merci. Désolé pour les soucis de connexion. Ah non, c'est nous. Bah, c'est nous. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra vous recevoir à l'Onera à l'occasion. Bah, bien sûr, ça sera avec plaisir. Des sujets qui intéressent beaucoup de monde chez nous. D'accord. Bah, écoutez, ça sera sans problème. Avec plaisir que nous viendrons vous visiter. Bien. Bah, bon appétit à tous. Merci. Et puis, à bientôt pour de prochains séminaires.